sûr. On dit que je n'ai pas de parler des autres catégories. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On est sur Radio Occitanie, il est 21h avec moi, les titulaires sont pour la feuille de match. Nathan, comment il va Nathan ? Ça va, super. On a Vincent qui est à la technique et qui est en train d'appeler Mehdi aussi qui vont nous rejoindre. Et on a un invité, un supporter, membre d'un groupe de supporters aussi, c'est Yann. Comment il va Yann ? Yann il va bien. Comme un mardi soir. Comme un mardi soir, donc on sait que ça va bien. Parce que le mardi soir, c'est l'F2M Toulouse, messieurs. On embrasse les violets.com, bien sûr, qui font partie de l'émission, mais qui sont encore excusés pour ce soir. Mais normalement, la semaine prochaine, on a Samuel qui sera de retour parmi nous. Le programme aujourd'hui, messieurs, en news, retour sur les résultats du club. Ça, vous avez l'habitude, c'est Nathan qui s'en occupe. On fera un petit retour rapide sur TFC Pau, preview Ajaccio TFC, les pronos, le débat faut-il recruter un défenseur central, Joker sans contrat, et l'interview supporters et groupe de supporters avec Yann qui fait partie des BFS, j'ai oublié de le souligner en le présentant. Vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, n'hésitez pas à nous notifier sur la feuille de match ou sur Facebook, et on a notre Mehdi national qui est avec nous par téléphone. Comment il va Mehdi ? Eh ben ça va tranquille. Ça fait longtemps, ça fait bizarre d'être là. Eh oui, ça fait plaisir d'entendre ta voix un peu, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on t'avait pas entendu. Ah ben depuis le retour à la radio, c'est la première. Oui, c'est pas faux. Il nous avait manqué. Et oui. On va lancer cette émission, messieurs. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. J'ai embrassé les violets, mais on a oublié d'embrasser la diste parce que Yves et Mike, les représentants entre guillemets, ne sont pas là ce soir, mais j'ai mis leur joli pull pour pouvoir leur rendre hommage. Très radiophonique encore une fois, bien joué. Exactement, mais tout le monde le connaît ce petit pull. Allez messieurs, on entame cette émission avec la chronique habituelle de Nathan qui nous fait un retour sur le résultat du club et aussi des internationaux pour cette semaine. Effectivement, il n'y avait pas énormément de matchs ce week-end, seuls les U17 et les U19 étaient sur le pont. Donc fortune diverse pour nos équipes du centre de formation. Les U17 ils se sont imposés à domicile 2-1 face à Béziers. Donc deuxième victoire consécutive pour nos jeunes Toulousains qui confirment leur regain de forme après un début de saison compliqué. Après cette 6e journée, ils sont déjà installés dans le ventre mou, pas distancés puisqu'ils sont à 4 points de Nîmes qui est au pied du podium et à 5 points de la 13e place. Donc le classement est toujours dominé par Montpellier qui ne cesse de surprendre du coup avec leur carton plein de 18 points sur 18 possibles et leurs 17 buts marqués pour 4 encaissés, donc ça va être difficile d'aller les chercher. Prochaine journée pour les U17, ce sera samedi sur le terrain de l'AC Véden, juste devant les Toulousains au classement. Week-end un peu plus difficile pour les U19 qui se sont inclinés à Istres 3-1, donc c'est une des mauvaises opérations de ce championnat U19 puisque le TFC a égalité de points avec un match de plus sur Béziers qui est 12e et compte un point d'avance sur Cannes le 13e. Donc le haut du tableau n'est pas non plus hors de portée puisque Saint-Etienne 3e est à 7 points et Marseille au pied du podium à 5. Donc prochain match c'est ce dimanche justement à 15h dans le match de la peur face à l'AS Béziers. Pas de match ce week-end pour les féminines qui avaient l'occasion de prendre la tête du championnat de R1 puisque le match face à Ramonville a été annulé pour cause de Covid. En attendant que le match soit reprogrammé, les Violettes recevront le Toulouse Métropole le dimanche 25 octobre. Du coup, on va peut-être parler de l'équipe 2 qui avait été rétrogradée en R2 à la suite de la descente de l'équipe 1 la saison dernière et qui écrase tout sur son passage puisque ça a posé 9-0 ce week-end et domine le classement de R2. Donc tout va plutôt bien pour les féminines, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2. Concernant la N3, toujours pas de match pour la réserve ce week-end, mais ils reprennent le championnat dimanche avec la réception de Blagnac. On va finir ce petit tour des résultats avec un petit mot pour le Forza Viola FC qu'on a reçu la semaine dernière dans l'émission. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission que c'est l'équipe de foot à 11 FSGT officielle des supporters du TFC et ils se sont imposés 5-4 en Coupe de l'Aune face à la CPAM. Donc on en connaît qui n'auront pas énormément de remboursement de la Sécu. C'est excellent, putain. Donc pas de but pour le Gignac du Forza.
Mais voilà, on leur fait une petite dédicace et chaque mardi on donnera les news du club. Et leur prochain match c'est jeudi en championnat face à l'Agathe FC sur le terrain Bristaton. Du coup, petite promo SNT ou non Ah bah vas-y, ouais. Putain, il y a des super nouvelles, et vas-y. Hein. Vas-y, je te laisse. Ah bah vas-y, match annulé pour cas de Covid, voilà. Merci, prenez soin de vous et lavez-vous les mains. Tant qu'on est sur la FSGT, pub, quoi. Tant qu'on est sur la FSGT, messieurs, d'ailleurs Mehdi en fait partie, bon, il n'était pas là malheureusement, mais samedi nous on a commenté le match de Passeport qui recevait les Celtic Irish Team Marseille dans le quart de finale de Coupe de France, et ils ont malheureusement échoué sur un match perdu 2-0 qu'on a eu le plaisir de commenter. Il y a des mecs qui sont déjà venus dans cette émission, vous avez déjà un petit peu entendu leur voix, mais ils sont revanchards, ils vont essayer de se requalifier pour aller les rechoper en quart de finale. On leur souhaite. Hein. Ouais, on les embrasse en tout cas. Et pour finir, petit mot sur les internationaux du TFC. Donc Koné Diakité. Quoi, attendez, ça fait longtemps que je suis pas venu. Il y a des internationaux encore en Ligue 2 au TFC. J'en ai trouvé 4. J'ai cherché. Hein. Pardon. J'ai pioché, mais donc Koné et Diakité ont disputé une mi-temps du match amical de l'équipe de France U20 face à Guingamp et ils ont gagné sur le score de 2. Face à qui ? Face à Guingamp. Ils ont joué Guingamp. C'est pour ça, Mehdi. Ouais, d'accord. Donc Diakité, Les il matchs a internationaux contre Guingamp, ça me fait des matchs internationaux comme ça. Les Guingamp en même temps ils n'ont pas d'internationaux, donc il faut bien trouver des matchs. C'est pour ça. On les embrasse. Donc par la suite, il y a Diakité a rejoint l'équipe de France Espoir en renfort, mais il a disputé aucune minute du match face à la Slovaquie d'hier. Janit Antist, il aurait pu fêter sa première cape avec l'équipe de France U19, mais les deux rencontres initialement prévues en Allemagne ont été annulées pour cause de Covid, bien sûr. Enfin un jingle les gars. Et enfin, on va terminer avec Koulouris, qui est le dernier international dans l'effectif, qui n'a disputé que 13 minutes face à l'Autriche en match amical avec la Grèce, et n'était pas sur la feuille de match pour la victoire en Ligue des Nations face à la Moldavie. Covid. Pardon. Donc il joue Donc, demain si je soir résume- face au Kosovo, et on lui souhaitera d'avoir un peu plus de temps de jeu. Donc si je résume les internationaux, le seul qui a joué un match international c'était contre Guingamp. Effectivement, c'est ça, tout à fait. Non, il y a 13 minutes de Koulou face à l'Autriche. Ouais, d'accord. C'est magnifique. C'est sympa. Mais merci Nathan pour tous ces petits résultats. Ces petits résultats du club. On va passer au. Il n'y a pas vraiment de match, c'est un match amical, mais on va faire un petit retour quand même rapide sur TFC Pau. Du coup, retour sur TFC Pau. Déjà, première question, est-ce que quelqu'un a vu le match? Est-ce qu'un résumé de 4 minutes 35 ça compte? Je pense qu'on a tous vu le même Bon, match. j'ai vu le match. Ouais, on a tous vu le même résumé. On a vu le même match. Bon, on fait 2-2, messieurs. On menait 2-0. On finit à 2 partout. Beaucoup de rotation dans les équipes. Il y a pratiquement tout le monde qui a joué, puisque même Rogel a participé à la fête. Il est de retour. Ouais. Ayez peur. Agostino. Les joueurs qui ont marqué des points, et là je vais citer l'article de lesviolets.com, je vais pas m'étonner. Amin Adli apparemment a fait son match dans un rôle d'électron libre. Bayo était doublement décisif avec une passe et un but. Celui qui jouait peut-être un peu sa carte et qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'était Anthony Rouault, qui était un petit peu attendu parce qu'il peut postuler une place de titulaire samedi suite aux suspensions. Il a fait son match apparemment. Il était correct, tout simplement. Donc sûrement peut-être titulaire samedi, on verra, on en reparlera sur la preview. Après, que dire de plus sur ce match, messieurs? Il y a Rogel aussi qui avait une carte à jouer, qui peut potentiellement prétendre à une place de titulaire dans cette défense à 3. Après on semble partir parce que j'ai pas vu le schéma tactique, mais il me semble qu'ils ont joué à 3 sur les demi-temps, à 3 actions. Donc même s'il y a des forfaits pour ce week-end, on semble se diriger quand même vers une défense à 3 aussi, même avec les présences de Rouault et Rogel. Donc Après je pense que de toute façon quoi qu'il en soit on restera à 3 derrière. Il y a Machado qui est plutôt performant depuis le début, depuis qu'il est là sur le côté gauche. Donc quoi qu'il en soit, si tu te sers pas de lui comme un piston, tu vas te priver d'une arme.
comme ça a été le cas à Grenoble. On marque 2 buts, on en prend 5 derrière, certes, mais si tu te sers pas de Machado comme tu t'en es servi à Grenoble, tu perds une arme. Donc, puis il y a Moussa Diarra qui peut jouer dans l'axe. Il y a Moussa Diarra qui peut jouer dans l'axe. Qui a déjà dépanné et qui peut aussi prétendre à une place de titulaire. Écoutez, la transition elle est toute faite. À part si Mehdi, tu as quelque chose à dire sur TFC Pau? Ben non, mais il y a peut-être eu la première aussi du Ah oui, la Hearing, recrue. non Oui, exactement. Alors, on a vu la nouvelle recrue. Alors, j'ai vu le résumé aussi, j'ai vu le numéro 17. Je me suis dit, mais attends, il n'y a personne qui a le numéro 17. Et j'avais complètement oublié qu'on avait recruté ce mec-là. Et donc j'ai vu qu'il allait jouer. Ouais. C'est le petit Hollandais. Voilà. Ben, apparemment, il a été correct. Il a l'air d'avoir un bon volume de jeu en termes de numéro 6. Donc, écoutez, on verra. C'était un match amical. Peut-être qu'il a pris un peu ses marques auprès de ses coéquipiers. Donc bon, on verra par la suite, on verra s'il postule une place de titulaire face à Ajaccio. Sur Football Manager, il est titulaire, ouais. Et la transition est toute faite puisqu'on va parler du coup de Ajaccio TFC qui est le prochain match de nos violets. Ça se passera samedi 19h au stade François Coty, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Ajaccio, en termes de statistiques, on a une victoire, un match nul, 4 défaites, 19e déjà au classement, donc déjà un peu sous pression. Nos amis corses, ils viennent d'encaisser 5 buts à Auxerre et ont la pire défense du coup avec Chambly et Rodez avec 10 buts encaissés. Et deuxième pire attaque avec seulement 3 buts marqués. La première victoire est survenue face à Dunkerque, là, juste avant le déplacement à Auxerre. Est-ce que c'est pas le match idéal pour nous repartir avec les 3 points ou le fameux FC Relance, toujours présent dans nos cœurs? Mais on va voir de toute façon si cet FCA a mûri, voilà. Et comme tu l'as dit, si on n'est plus le FC Relance des saisons passées, donc une équipe qui a la tête sous l'eau et qu'il faut impérativement battre pour si on veut assumer notre statut d'équipe candidate à la montée en Ligue 1. Donc comme tu l'as dit aussi, il reste sur une défaite 5-1 à Auxerre et on a souligné la faiblesse d'Auxerre quand on avait débriefé le match ici. Donc c'est quand même significatif des difficultés d'Ajaccio. Après, un déplacement en Corse, c'est jamais simple. Qui plus est quand on n'a pas gagné à l'extérieur depuis quasiment 2 ans. Qui plus est quand on a une défense expérimentale qu'on va aligner, on ne sait pas ce que ça va donner. Qui plus est quand on va jouer en Corse, et on sait que c'est jamais facile de ramener un résultat de là-bas. Donc voilà, c'est le match à gagner pour montrer qu'on est quand même un candidat sérieux mais voilà, mais ça va pas être facile du tout. Alors, à ce que j'ai compris, je sais pas si Cavalli joue encore avec Ajaccio. Je crois qu'il y avait un hommage, un truc. Je sais pas s'il joue encore, parce que par contre, même l'année dernière, en Ligue 2, c'était lui qui faisait le jeu avec Ajaccio, qui était dangereux. Donc à voir s'il est encore sur le terrain. Je sais pas du tout après ce qu'elle vaut l'équipe d'Ajaccio aujourd'hui. Ajaccio a fini 3ème l'année dernière et était à 1 point de la montée. Ouais, mais d'une année sur d'autres, regarde le PFC, l'année dernière, ils jouaient le maintien, et cette année, ils sont premiers. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ils sont premiers. Donc... Et ça a gardé la même ossature, il me semble, aussi, à Ajaccio. Et est un spécialiste, puisqu'ils avaient fait aussi un barrage contre nous il y a 4 ans, maintenant, et est un spécialiste du 1 année sur 2. Une année, je finis 3ème, 4ème, une année, je finis 16-17ème. Donc cette année, il devrait finir 16-17ème, donc plutôt candidat au maintien. Et du coup, Yohan Cavalli, il joue toujours à Ajaccio, messieurs. Il est 39 ans, le joueur le plus capé. Il n'a pas pris la retraite, hein? Le joueur le plus capé, alors ça doit être pour ça l'hommage, mais alors s'il joue encore, voilà. Enfin, moi je pensais à lui. Ah non, la reconversion du footballeur. Ah voilà, on est d'accord. Il me semblait qu'il avait arrêté. Oui, bon, il a arrêté. Donc, il y a un hommage qui est rendu. Voilà, je savais pas s'il était encore sur le terrain ou pas. J'ai vu passer la chose aussi. Mehdi, toi, ce match, tu le sens comment là pour nos violets FC Relance, ou plutôt on va leur mettre les deux pieds sur la tête pour les noyer un peu plus? Oh, mais non, je pense pas qu'on leur mette les 2 pieds, comme tu dis, là, sur la tête. Ça va être, je pense, assez âpre pour connaître certains joueurs, etc. Ça va aller au carton, ça va aller au duel. Comme vous l'avez dit, aller jouer encore, c'est jamais facile. La pelouse d'Ajaccio, c'est peut-être la plus pourrie des 10 premières divisions françaises. Donc compliqué aussi. Et puis on a eu aucune certitude. Après, vu le peu d'internationaux qu'on a, on a pu travailler peut-être pendant 10-15 jours. On n'a pas eu de problème lié au Covid. Donc bon, on verra bien. Voilà. Mais je pense que après cette trêve internationale, je pense qu'on va commencer à avoir le vrai visage du TFC qu'on va voir tout au long de l'année. Le mercato est terminé. Et voilà, je pense que sur les 2-3 prochains matchs, et ça, celui-là c'est le premier, on verra le visage du TFC qu'on verra tout au long de la saison, et c'est là qu'on va voir si on est vraiment un prétendant
à la montée ou pas. Après, on a quand même un effectif large. Comme on disait, il y a Diarra qui peut enquiller, Rogel, Rouault qui risque aussi d'enquiller. Oui, c'est large, mais il n'y a pas de certitude quand même. Non, il n'y a pas de certitude, mais à un moment donné, il va bien falloir que les mecs ils jouent, quoi. Enfin, ce sera ceux qui seront sur le terrain qui vont jouer. À un moment donné, on a plus d'effectifs quand même que certaines équipes comme Ajaccio, Chambly ou des clubs comme ça, quoi. Donc, je pense que au niveau de l'effectif, on devrait être quand même capable d'aligner une équipe cohérente à chaque match quand même. Mais du coup, quelle composition pour ce match et à quelle défense? Parce que est-ce qu'on va continuer à 3 ou est-ce que parce qu'il faut rappeler que Diakité et Gabrielsen sont suspendus, aussi Amin Adli, mais c'est pas pour le même registre. 2 défenseurs axiaux qui sont absents. Est-ce qu'on continue à 3 en faisant peut-être un Moussa Diarra et un Rogel, ou un Moussa Diarra ou un Roux Rogel, parce que Amiens, je pense qu'il va rester, il est indéboulonnable pour le coup. Ou alors est-ce qu'on repasse à 4 pour essayer de s'adapter un peu à tous ces suspendus? Garand, après, il a des convictions avec son 3-5-2, et même avec le forfait, je le vois pas changer de schéma tactique. Donc, du coup, tu mets qui alors? Donc au final, une défense à 3. Je partirais sur Rogel, Amiens, Rouault, donc qui a été testé face à Pau. Je sais pas si c'est en première mi-temps ou en seconde qu'ils ont testé. Donc voilà, ça peut tenir la route. Après, il faudra une implication défensive des pistons beaucoup plus marquée. Machado devra multiplier les allers-retours pour défendre et être moins fringant offensivement, quitte à se passer de son apport offensif. Et à droite, moi je mettrais bien Morera pour apporter son expérience et le récompenser des 2 entrées qu'il a fait contre Auxerre à 3. Donc je pense qu'il apporterait plus de stabilité défensive que Samsana à droite. Donc je partirais sur cette défense-là. Sana, en plus, c'était pas un défenseur de formation. Il jouait milieu et c'est vraiment pas un défenseur. C'était un 6, je faisais un signe, mais c'était un 6 à la base, il avait formé 6. Mehdi, toi tu restes à 3 ou tu passes à 4? Ah ben moi, si tu m'écoutes, 3 derrière ça n'existe pas, enfin c'est pas possible. Après lui il décide de jouer comme ça, on va jouer comme ça, voilà, ok. Si on part à 3 derrière, oui, ça me semble logique ce que dit Nathan, d'intégrer Rogel, même si je pense que Moussa Diarra aurait pu évoluer dans le côté gauche de la défense, et moi c'est ce que j'aurais fait. J'ai vraiment du mal à considérer que Rogel puisse encore jouer avec l'effectif professionnel du TFC, mais apparemment ça sera encore le cas, et s'il faut sortir un bon match, j'en sais rien. Et ça la rédemption pour très Rogel. bizarre, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais je suis d'accord avec Nathan sur la compo et même sur Morera. Je pense que Sana, dans un match comme ça, à l'extérieur, va peut-être avoir un peu de mal, et pourquoi pas plutôt le faire rentrer en jeu quand il y aura un peu de fatigue, quoi. Après, ce que disait Yves aussi la semaine dernière, et que c'était pas bête non plus, c'est que Rogel, on l'a quand même mis l'année dernière, on le mettait pseudo titulaire, il s'est blessé, on le refait revenir, il fait sa glissade, on lui tombe dessus, enfin il y a toute une circonstance. Après, on dit pas que c'est un grand joueur, mais peut-être essayer de lui redonner sa chance dans un corps sain, un esprit sain, dans une équipe un peu plus saine, un peu plus sereine, un peu moins dramatisée et choquée de cette saison. Le point faible du début de saison, c'est quand même soi-disant les tauliers qui ne le sont pas, c'est la défense. C'est ceux qui nous déçoivent le plus. Donc le faire rentrer là-dedans, et encore une fois, c'est pas vraiment un cas. Ouais, mais bon, pour lui donner maintenant, il jouera jamais. Pour lui donner de la confiance, bien sûr, tu l'envoies en Corse ce samedi soir avec une défense totalement inexpérimentée. Je dis pas que c'est la solution non plus. Moi, j'aimerais voir Anthony Rouault personnellement. Après, Anthony Rouault part avec un des avantages, c'est qu'il a 0 match professionnel. Mais il pourrait même mettre un Diarra Rogel, tu vois. Diarra, je pense, était un peu plus testé. Franchement, je sais pas, moi le Rouault Rogel, c'est Rogel qui me fait peur, mais après, si on a ça, pourquoi pas, hein. Ouais. Franchement, c'est plus Rogel qui va faire peur si on joue sur une défense à 2. Ouais. Après, ça, sans à 3, si on demande à des mecs qui sont rugueux et forts dans les duels, Rogel, de toute façon, il sait faire que ça. Au pire, il attrapera toujours un pied, une tête, quelque chose comme ça. Tu le mets au pire un petit peu en mode libéraux, vraiment dans l'axe. Et puis... Après, tout sera dans l'animation défensive, comme je le disais. Exactement. Tant que tu as un resserrement des pistons qui t'a apporté moins offensivement, ça rassurera cette défense, je pense. Ouais. Si tu joues avec deux mecs devant la défense qui assurent, tu protégeras ta défense, et puis tout à fait. Et tu arriveras à conserver le ballon aussi plus haut, et tu feras remonter tout le bloc, tu prendras moins de risques. Vincent, t'es d'accord? Parce qu'on t'entend pas dans ta cabine. Oui. Merci Vincent. Allez messieurs, on va passer au prono, mais avant, il faut entendre... À samedi pour les chipots.
Et oui, ça y est, je l'ai calé au bout de 18 émissions loupées. Ça y est, je peux enfin le caler parce que Mehdi est là. En fait, parce que Mehdi était pas là. Tu deviendrais limite t'es bon animateur, c'est dingue. Non, mais c'est parce que Mehdi était pas là dans d'autres émissions, c'est pour ça que je pensais pas là. J'entendais sa douce voix et il fallait que je l'entende pour les chipots. Du coup, tiens, Mehdi, ton petit prono pour ce week-end. Un partout. Buteur. Un partout, but de la fesse droite de Bayo. Ouais, avec tous les mottes de terre qu'il y a à Coty, il y aura pas le choix. Ouais. Un but à la Yaya, quoi. Nathan. Alors, il faut rompre la malédiction corse de 2013, donc victoire 1-0 avec Rogel qui va prendre le penalty à la fin, à la 93e à Van den Boomen. Donc les vrais savent de quoi je parle. Zebina. C'est moche. Et il le met. Non, on gagne 0 et il le met, Rogel. Non, mais ça c'est sous la barre, grosse patate. Putain, si ça. Là, la cote elle est à 200 000, hein, les gars. Parce que le premier penalty tiré du genou. Yann, ton prono. Victoire 1-0, but de Rouault sur une montée sur corner, un truc comme ça. Ouais. On voit des défenseurs. Après, c'est parce que je l'aime bien, le gamin. Comme je te disais, je le connaissais un petit peu. Ouais. Et je l'aime bien, vraiment, ouais. Et je pense que ça peut être un bon joueur. Et... Sur les corners, il monte et il est assez dangereux. Donc, ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est pas incohérent. Ouais. Vincent. Un partout, but contre son camp. De qui? D'Ajaccio. Alors, un joueur d'Ajaccio, là, Vincent, qui? Comment il s'appelle Jacques Fati, c'est un bon joueur, Ajaccio. Hein. Moi, je vais suivre Yann avec le buteur de Rouault. Mais je vais dire 2-0 pour le TEF. Et le deuxième, ça va être De Jager qui va mettre je vais remplacer Yves, je vais lui rendre hommage. C'est une frappe de 25 mètres de De Jager. Il n'y a que des paris improbables. Ouais, que des la cote à 5000 là. C'est ça. Allez, messieurs, on va faire une petite pause musicale.
On est de retour sur Radio Occitanie dans la feuille de match la F2M Toulouse. Avec la feuille de match, la 10 les violets et Yann des BFS. Messieurs, on est parti sur notre débat maintenant, puisque ça va être faut-il recruter un défenseur central? C'était des cons. Toujours autant d'actualité. Toujours. Depuis le début de la saison, messieurs, on joue à 3 défenseurs axiaux pour 4 axiaux de métier dans le club. On les a plus ou moins cités tout à l'heure. Ce week-end, malheureusement, 2 sont suspendus avec Diakité et Gabrielsen. Il nous reste seulement Amiens et Rogel ainsi que Rouault, qui n'a jamais eu de titularisation en pro. Donc on a un petit peu débattu. Moussa Diarra qui peut dépanner. Donc déjà la semaine dernière, on commençait à réfléchir un peu à ça. On vous rappelle que les conditions pour recruter maintenant, parce que la période de mercato est finie, il y en a 3. Donc ça peut être un joker, c'est-à-dire qu'un joueur qui évolue dans le championnat français de Ligue 1 à départemental, ainsi qu'un joueur sans contrat, donc un joueur libre, ou un joker si malheureusement on a un blessé de plus de 3 mois dans notre effectif. Donc pour nous, ça sera les 2 premières options qui vont nous intéresser, et plus particulièrement la deuxième, parce qu'on s'est un petit peu renseigné sur les sans contrats. Tu peux me blesser un mouchoir dans l'effectif, hein. Franchement, tu peux être des petits bas de Rogel, tu gagnes au change. Hein. C'est pas faux. Faut quand même avoir un remplaçant derrière, faut quand même avoir une idée de remplaçant derrière. Et c'est sur quoi le débat va se porter ce soir, sur les idées. Et je vais vous balancer un premier nom qui a déjà été évoqué la semaine dernière. Et on a Mehdi, qui n'était pas là la semaine dernière, Yann d'ailleurs, mais Mapou Yanga Mbiwa a été énoncé par Yves qui nous disait que peut-être que son expérience pouvait apporter quelque chose. Toi, Mehdi, qui est un suiveur lyonnais, supporter. Suiveur, t'as vu, c'était gentil avec toi. Je vais te poser chez lui avec son maillot de Mapou. Mapou Yanga Mbiwa. Je te rappelle la tête qu'il a, c'est le mec qui joue à Montpellier, là, un petit arrière central, pas mauvais. Petit arrière central, tu te fous de moi ou quoi? Il passe la deuxième ligne au rugby, lui. On est connu. Non, Mapou Yanga Mbiwa, ça a été un bon défenseur central qui a beaucoup joué sur son physique, qui a pas joué depuis 3 ans. Pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer au foot? Moi, c'est surtout ça la question. Et surtout la question du salaire, quoi, parce que voilà, en soi c'est une bonne idée, parce que c'est un joueur qui est censé être au niveau au-dessus du TFC, mais franchement, prendre un mec qui a peut-être pas envie de jouer au foot et qui aurait en plus un salaire très très conséquent, je sais pas si c'est vraiment le profil adéquat. Et puis les paris, ça semble pas être la marque de fabrique de Comoli, parce qu'il n'aurait pas été tenté, je pense, par des profils comme Mbia ou Imbula par exemple, pour relancer des joueurs qui n'ont pas joué depuis un moment. Donc je le vois pas proposer un contrat à Yanga Mbiwa qui présente aucune garantie et qui a disputé aucun match pro depuis 3 ou 4 saisons. Donc 10 matchs en 2 ans, dont 7 en CFA. Ah, 7 en CFA, je crois que c'était 10 en pro en tout. Avec non, il a joué 3 matchs de Coupe de la Ligue. Donc là, le temps qu'il se retape physiquement, c'est la fin de saison déjà, quoi. Le temps qu'il ait du rythme, qu'il ait. La Ligue 2, c'est pas non plus. Et pourtant, ça ressemble à une bonne idée, messieurs, Mapou. Ah, pour moi, c'était une bonne idée. Il a 32 ans quand même. Mais en plus, au niveau du salaire, aujourd'hui, il est à 0. Hein. Bah oui, c'est le mec, pour il ça. est à 0. Donc, je lui propose un petit 10 000 avec des primes de match joués, comme on avait fait avec Abu Dhabi à Marseille, là. Ouais, moi, je pensais que c'était une bonne idée. Même succès. Je trouvais que c'était une bonne idée, Mbiwa. Moi, il a de l'expérience. Mais c'est des fiascos, c'est comme Mbia, le fiasco que ça a été aussi. On dit c'est une bonne idée, Mbia, il va apporter l'expérience. Et au final, on voit ce que ça a donné. Faut voir, comme l'a dit Mehdi, que ce mec a encore envie de jouer au football. Ouais, je pense la que question c'est plus ça, la question. Si le mec a vraiment envie de jouer au football, il viendra à tout. Après, il a un gros potentiel. S'il a vraiment envie de jouer au foot, il a un gros potentiel. Il a encore 32 ans. C'est encore plutôt jeune pour un défenseur. C'est un jeune vieux, voilà. Il pourrait apporter son expérience et ses qualités techniques qu'on a vu à Montpellier aussi, qu'il n'a pas perdu, je pense. Ah, il a été international quand même. Oui, aussi. Oui. Donc, tout dépend de son envie. Il fait un euro d'ailleurs, non? Il fait pas un euro? Je crois pas qu'il part à l'Euro. L'Euro 2012, il le fait pas. Je crois pas qu'il part à l'Euro. Il joue 2 ou 3 matchs amicaux, mais je crois pas qu'il est dans le groupe. Romain Genevoix. Non.
Voilà. Merci Yann. Suivant. Je ne vois pas qui c'est. Du coup, Romain Genevoix, un mec qui a pas mal d'expérience, qui est passé par Nice, qui est passé par Tours, qui est passé par Guignon, enfin qui a pas mal de matchs. Qui connaît la Ligue 2. Qui connaît la Ligue 2. Toi Mehdi, là, qui est un grand suiveur des petits. Il a disparu des radars complètement ces dernières années, donc c'est pareil, c'est ces paris-là. Je pense pas non plus que Comolli cherche ce genre de choses. Mais déjà, on a commencé le débat, et ça c'est une faute de ma part, je l'avoue. J'ai commencé à balancer des joueurs, mais est-ce que pour vous, il faut recruter un défenseur central? Parce que là, je vous ai balancé des noms et j'en ai encore pas mal sous la main, mais est-ce que pour vous, il faut recruter? Est-ce qu'on se doit de recruter, ou alors, avec l'effectif qu'on a, avec les jeunes pousses qu'on a, ça va le faire? Je pense qu'un renfort, c'est nécessaire. On est obligé parce que en cas de forfait ou de suspension, on a vu qu'on est vite débordé et qu'on n'a aucune solution alternative à part Rogel, Rouault ou Amiens, Rouault. C'est un petit peu faible à mon goût. Après, c'est Rouault, je suis sûr que c'est un futur bon joueur. On l'a vu dans sa manière de jouer, il est assez lucide aussi. Donc, mais aujourd'hui, ce secteur-là, comme on disait au milieu de terrain en début de saison, on disait c'est un petit peu trop friable, il n'y a pas trop d'expérience. Donc là, ça a été bien renforcé. Donc derrière, il y a énormément de bons joueurs, que ce soit Rouault, que ce soit Diarra, que ce soit voilà. Enfin, il y a une base de bons, il y a une base de bons joueurs, mais c'est très peu expérimenté pour moi, et forcément qu'on est obligé d'avoir un profil qui puisse encadrer ces joueurs-là et apporter une plus-value footballistique. Je pense que s'ils veulent aller chercher un défenseur central, il faut que ce soit un mec indiscutable. Parce que même à l'heure actuelle, tu prends même Diakité, Gabrielsen, qui sont les deux la base de la défense. Tu peux les interchanger même avec d'autres. Je suis pas sûr que tu perdes énormément en qualité. Si tu veux chercher un type, il faut vraiment que ce soit un type, il est là, et puis tu mets quelqu'un autour. Si c'est pour mettre un gars qui va se discuter la place avec Gabrielsen ou avec Diakité, je suis pas sûr que ce soit utile. Il faut aller chercher un type indiscutable, un taulier, et puis. Mehdi, t'es d'accord avec ça? Moi, j'ai une question. Donc, on a 6 joueurs qui peuvent jouer en défense centrale. Est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'en rajouter un 7ème, on va pas encore tomber sur des emplois fictifs? Même si, encore une fois, on est d'accord qu'au niveau de la qualité, ça a déçu. Même si ça devait être taulier, le début d'année, les défenseurs ont déçu. Est-ce qu'en rajouter un, c'est une bonne chose? C'est la question que je me pose. Et par contre, effectivement, s'il y en a un qui arrive, il vaut mieux que ça soit quelqu'un qui soit capable d'être titulaire indiscutable, parce qu'il y a aussi le côté où peut-être que les 3 de derrière sont un peu en mode sénateur et savent qu'ils vont jouer et ont peut-être besoin d'être bougés aussi. Donc je sais pas, c'est un peu un double tranchant. Moi, j'avoue que il manquerait plutôt un numéro 6 qu'un défenseur central, ou un mec capable de jouer aux deux postes. Spearings. Oui, mais il y en a qu'un. Il y a Sidibé en 6. Il y a Sidibé. Pensons à Sidibé. Oui, mais il y en a qu'un. Il y a Sidibé. Non, mais je pense qu'il considère aussi Sidibé comme ça. Mais bon, mais même De Jagereux, je pense qu'il le considère plus ou moins comme un. De Jagereux, s'il le considérait comme un 6, c'est quand même une énorme erreur. J'ai viens de te dire un potentiel 6, c'est-à-dire quelqu'un qui peut dépanner. C'est un 8, un 10 ou un milieu côté, mais il a jamais joué 6 quoi. Si, il a déjà joué 6. Camille, il a déjà dépanné. Camille, je te l'avais dit de prendre Yves et pas Mehdi. Ça c'était clair. Bon, du coup, si je vous écoute, il faut quand même recruter. Donc on va continuer notre petite liste de joueurs parce qu'on en a quand même mis quelques-uns. On va le mettre d'entrée celui-là, Ezequiel Garay. C'est du fantasme. Bon, voilà, c'est moi, c'est dit. Un autre un peu moins fantasmique, mais qui a été proposé, pisté par le TFC, qui est passé par la Saint-Etienne et qui est néo-international suisse, Léo Lacroix. Ah oui, c'est moins vendeur que Garay. Ah, mais il est international en ce moment? Néo-international. Donc il a été. On a déjà Rogel, c'est le même. Moi j'aurais plus dit on a Gabrielsen que Rogel. Ah ouais, j'aurais dit comme Camille, ouais. C'est plus un Gabrielsen, Lacroix, c'est un Gabrielsen suisse. Non, c'est le même que Rogel. C'est le même. Mais gros, il est tout fin, Rogel. Tu l'as vu, Lacroix? Lacroix, il est gros. C'est un grand là. Non. C'est plus un Gabrielsen. Franchement, avoir des photos, tu verras qu'il ressemble plus à Gabrielsen qu'à Rogel. Il a peut-être été à la muscu en Allemagne, mais. D'ailleurs, il en est où, Léo Lacroix? Il est sans contrat? Il est sans contrat. Il était jusqu'à Saint-Étienne, non, en 2020, je crois. Ouais, il était prêté à Bâle. Il est parti à Bâle et là, il est vraiment sans contrat. Le mec n'a plus joué. Enfin, il y a plus de garantie que Yang Gambiwa déjà en termes de conditions physiques.
si tu proposes. Après, nous on balance des idées comme ça, les gars, mais je vous rappelle qu'on recrute avec Football Manager et qu'on est plus à même de recruter un Suisse qui joue en Biélorussie qu'un mec sans contrat qui jouait encore il y a pas longtemps en France, quoi. Qui est pour le retour de Grigoré. Moi je signe. Allez. Je t'avoue que j'ai pas eu le temps de lancer ma partie avant de venir parce que le mardi c'est une journée assez spéciale, voilà. Mais j'aurais peut-être dû le faire pour te recruter un petit Biélorusse. Non, parce que si c'est pour donner des noms comme ça, il y a Moussa Voking aussi qui est un grand souvenir chez nous qui est libre. Mais moi j'en ai un par contre que j'ai vu là cet après-midi parce que j'ai quand même fait des recherches. Je sais pas jouer à Football Manager mais j'ai fait des recherches. Il a travaillé. J'ai travaillé, oui. Papadopoulos, libéré par Hambourg, 28 ans, passé par l'Olympiakos, Leverkusen, Schalke, Leipzig, plus d'une centaine de matchs en Bundes, une trentaine de sélections avec les Grecs. Salaire sûrement peut-être élevé, mais ça peut pas être la vraie fausse bonne idée. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre chez nous? Épauler Koulouris. Ah ouais. Vu l'état du centre d'entraînement, vu le nombre de blessures que ce mec-là a eu, voilà, ça va faire jouer 2 matchs et ça va aller 8 mois à l'infirmerie, quoi. Après, est-ce qu'on en a besoin pour plus que 2 matchs? Non. Oui, peut-être pas, c'est vrai aussi. Non, mais c'est un joueur qui se blesse très souvent. C'est un peu le Abu Dhabi grec, quoi. Ah ouais. Voilà. Ça pourrait être pas mal, ça. Un Abu Dhabi grec. Mais qui est à la base un très bon joueur et qui. Il se blesse souvent, il fait quand même plus de 250 matchs pro. Hein. Enfin, ah oui. Peut-être qu'il en loupe autant, mais 28 ans, Ou plus que ça, même. Ouais. Bon, après, Papadopoulos, non? Les gars, vous avez. Je pense que c'est pareil, c'est un peu du fantasme. Au niveau du salaire, ça sera ingérable, quoi. Autant Mbiwa, ça fait 3 ans qu'il a pas joué, il est à 0. Autant Papadopoulos, au pire, il va retourner en Grèce, quoi. Il va trouver un contrat en Grèce. Et je pense que on pourra pas s'aligner sur le salaire. Vous avez pas regardé qui c'est qui joue en défense centrale l'an dernier au CSKA Sofia ou à Ferencváros? Non, mais j'en ai un petit peu comme ça. C'est un Allemand alors la prononciation, je suis désolé, mais c'est Schwab. Je sais pas trop comment on prononce ça. Passé par le PSV, Stuttgart, Leverkusen, mais il a aussi connu la D2 allemande. Fort d'une expérience de 250 matchs sur la Bundes et l'Eurodivise, il a 32 ans. Il a fait une centaine de matchs en D2 allemande et il est sans contrat. Sur le papier, il a un joli CV quand même. Bon, après, le CV, ça veut rien dire. Mais... voilà, c'est ça. Mais arrêtez, on va se retrouver avec un Roumain qui bon, joue allez, Mehdi, j'ai mieux. Ashley Williams, anglo-gallois, 36 ans, joue en BPL, Champions League, D3 anglaise, D4 anglaise. Et là, c'est profil. 36 ans là. Ouais, 36 ans. Pré-retraite à Toulouse, c'est pas mal ça. C'est vrai. S'il jouait contre le MK Dons de Rissailé, peut-être, l'année dernière. Ah, tu vois, là, il y a du Soko. Non, mais Camille. Là, il y a une recherche. Dans 10 minutes, il te propose toi-même aller jouer là, c'est bon. Alors, non, 27 ans, tout neuf, pour 10 € par semaine et ticket resto, je peux vous dépanner où vous voulez. Et il met des demi-volets en plus. Si tu veux, moi, il y a Cédric Cambon aussi qui est libre. C'est pareil, tu vois, c'est les vieux mecs de Ligue 1, Ligue 2, hein, voilà. Ouais, Ligue 2 surtout. T'en as plein, mais moi je pense pas qu'on se dirige vers ce genre de choses. Je sais même pas au final s'il va vraiment y avoir une recrue. Non, mais de toute façon, dans 3 semaines, la Ligue Mediapro est en station de paiement, on aura les joueurs qu'on veut pour 40 balles et un mars, c'est bon, hein. Faut arrêter on peut rêver, hein. On pourra tirer les enseignements après le match face à Ajaccio, on verra bien. Si ça tient la route et que c'est solide, ils vont pas se poser la question de savoir s'il faut un mec à la place en défense centrale. Donc au final, voilà, seul ce match-là nous le dira. Et je pense que les dirigeants ils verront plus clair après le match de samedi. Mais de toute façon, Garand, il avait l'habitude de jouer à 4 derrière quand il était à Caen. Mais là, il se fait un kiff là. Donc, est-ce que lui dans sa tête, il veut pas revenir à 4 derrière quand il aura un peu plus de sécurité avec ses milieux de terrain? Parce qu'il savait pas s'il allait garder Koné. Finalement, Koné, il est toujours là. Ils ont pris le Belge. Tu bosses pas 3 mois le 3-5-2 pour passer à 4 au bout de 3 mois. Tu vois, c'est quand même trop. Tu veux parler de Laurent Blanc? Regarde Laurent Blanc, ce qu'il a fait à l'époque. Ouais. Sur un match, tu le fais et puis. Oui, mais là, tu vois, il y a quand même des automatismes qui sont en train de se créer. Tu vois vraiment qu'il y a le projet de jeu. Peut-être qu'il a aussi des consignes ou de. Ah, peut-être aussi. Projet de jeu, de à chaque fois, en fin de match, dès qu'il faut faire quelque chose, on repasse à 4 derrière. C'est bizarre. Oui, c'est pas faux aussi. Moi, je pense qu'il peut peut-être s'adapter, comme tu le dis, par rapport au suspendu. Je pense qu'il travaille les deux systèmes. Il y a le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 aussi qui est travaillé aux entraînements. Après, il veut continuer à 3 pour mettre un peu plus de densité dans l'axe parce que on s'est rendu compte. Non, c'est pas à 3, c'est à 5. C'est à 3, ça dépend de ton animation offensive et défensive. Non, c'est à 5. C'est à 3 en France, c'est à 5. Ouais, mais vu comme Machado il joue haut,
Je suis pas sûr que ce soit à 5 derrière quand même. Sachant que Moreira peut faire la même chose de l'autre côté et Samsana, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un défenseur de formation. Donc je pense vraiment qu'on est à 3 derrière. Et parce qu'on a parlé sans contrat, etc. Mais il y a des mecs qu'on peut les choper avec des contrats aussi. Hein. Vous avez pas une petite idée de défenseur central qui joue en club et du coup qui serait prêt physiquement de suite, qu'on peut peut-être aller chercher, un mec qui ne joue pas forcément dans un club là, qui est 3e ou 4e central. Marquinhos. Oui, pourquoi pas. Tente-le. Tati au créard aussi si tu veux. Non, pas d'idée par rapport à... Là comme ça vous dit rien. À Rocket, il y a plein de joueurs. Ah bah voilà, c'est bon, on en a les gars, on a Yann. Allez, on envoie un petit message à Damien sur Twitter. Est-ce qu'elle a data Rocket? C'est un peu plus compliqué la data. Bon, du coup, faut recruter, mais on sait pas qui. Ça sera sûrement pas un contrat libre parce qu'apparemment ça rentre pas dans le profil que veut Mr. Comoli. Il faut recruter, il fait recruter, on n'est pas tous d'accord là-dessus. J'ai posé la question tout à l'heure. Il faut écouter, Mehdi. Je t'ai donné une réponse, moi, en te disant que c'était pas forcément une nécessité. Mais que on pouvait aussi, pourquoi pas le faire, ça c'était aussi mitigé que tu indiscutable. T'étais un peu mitigé, t'as pas dit oui, t'as pas dit non non plus. Oh, le Olas, quoi, sans déconner. Sans déconner. Non, mais écoutez un peu ce qu'on vous dit, écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Il y a des fois, il y a de la nuance, on va pas répondre toujours oui ou non, les gars. T'as un micro qui t'attend sur Radio Présence, ça, si tu veux. Hein. Tu nous emmerdes pas ici, là. Je sais pas ce que tu fais là. Hein. Je vais retourner chez la concurrence, on me laisse parler, on comprend un petit peu la nuance. Oh, excuse-nous. T'as qu'à venir plus souvent, tu comprendras. Allez, on va enchaîner, monsieur. On va parler un peu plus avec Yann, puisqu'on va s'intéresser un peu plus à lui et à la BFS. C'est bon, Mehdi, t'as fini dans les nuances ou tu veux lâcher quand même un petit dernier scud? Non, BFS, ça me semble clair, il n'y a pas de nuance. Boire, fumer, supporter, c'est clair. Allez, petit jingle et on passe avec Yann. Yann, déjà merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir invité la BFS, puis du coup de me recevoir ce soir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la BFS? Qui sont-ils ces messieurs et dames d'ailleurs? Messieurs et dames, oui, tout à fait. C'est des supporters de Toulouse, forcément. C'est des anciens ultra-occitans. Donc depuis 93, le nom avait changé. Enfin, le nom avait changé, c'était devenu BFS. Le nom officiel du groupe, c'est Forza Viola, pardon. Ok. Je suis pas côté de la plaque. T'inquiète, pas de soucis. Non, mais le pire, c'est que c'est intimidant en fait d'être à la radio, quoi. Mais non, je sais que tout le monde m'entend. intimidant. Il y a personne qui t'écoute, de toute façon les serveurs marchent pas. Ouais, donc tout le monde est en replay. Non, voilà, la BFS après c'est des gens qui ont toujours été au stade, pour certains ultra, d'autres un peu moins ultra. Et puis aujourd'hui, c'est un groupe, la moyenne d'âge commence à être assez élevée d'ailleurs. Je suis d'ailleurs un des plus jeunes, je pense. J'ai 52 ans. J'en ai 37, mais... Est-ce que c'est pas qu'une impression et c'est à force de boire et fumer plutôt? Ah, alors ça c'est possible aussi, ouais. Tu sais, à force la vue se trouble et la perception est différente. Pourquoi ce nom d'ailleurs, boire, fumer, supporter? Il y a une petite histoire derrière ça ou... Alors c'est une bonne question parce que j'étais pas là quand ils l'ont décidé, hein, c'était en 93 quand même. Ouais. Je suis pas aussi vieux que ça encore. Ouais, mais il n'y a pas une petite histoire. Enfin... c'est sûrement qu'ils buvaient, qu'ils fumaient, qu'ils supportaient. Oui, jusque-là on est bon. Je pense que jusque-là on est cohérent, quoi. Et sinon après, que dire, on est présent à chaque match. Vous êtes où d'ailleurs en bas du virage Bristaton. Proximité juste à côté des Indians. Ouais. Il y a toujours la petite banderole, on la voit à côté. Ouais, je pense que c'est celle qu'on voit le mieux à la télé d'ailleurs. Oui. Hein, elle est grosse. Ouais. Elle est bien dans l'axe de la caméra en plus. Donc... C'est exact. Toi, tu nous as dit tout à l'heure en off que à la base tu n'es pas toulousain. Et non, je suis pas toulousain à la base. Moi, ça va faire 8 ans que j'habite à Toulouse et je suis originaire de Metz.
en fait. Donc pour moi, c'est un peu la double peine niveau football. Ouais, c'est pas faux. Mais non, je suis originaire de Metz. Je suis arrivé à Toulouse il y a 8 ans. Et je connaissais déjà la BFS, puisque le groupe de supporters dont je fais partie à Metz, qui est l'Orda Frénétique, on est jumelé depuis 93 avec la BFS. Donc, c'est-à-dire jumelé, genre c'est un jumelage, c'est deux entités différentes, mais qui sont comme des frères. D'accord. Voilà. Puis on l'avait vu, il me semble, pour l'hommage à Brice à Metz, où il y avait dans le parkage des Messins ou des Toulousains qui avaient fait une bâche commune, il me semble. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours eu des parkages plus ou moins communs entre les deux groupes. Il y a eu aussi plein de matchs où des Toulousains sont venus à Metz alors que Toulouse ne jouait même pas le soir-là. Quand on était en Ligue 2, il y a eu pas mal de trucs aussi. On a toujours réussi à se croiser. Donc moi, les gens de la BFS, ça faisait longtemps que je les connaissais. Et quand je suis arrivé à Toulouse, je suis arrivé... c'était une évidence, quoi. Voilà, je suis arrivé, j'ai appelé Jean-Phi et il m'a dit ouais, c'est bon, je te refais un abo. Et puis, trop bien. Et puis, ça vient d'où cette amitié Messin-Toulousain? Parce que c'est pas à côté quand même. Ah, c'est pas à côté. Alors, il faut remonter vraiment aux prémices. C'est 91, les premiers contacts, je crois. Quelque chose comme ça. C'était encore la section Graouli à l'époque, à Metz, ce qui est donc les ancêtres de l'Orda Frénétique. Et donc avec les Ultras Occitans, il y a eu un match, et si je me trompe pas, je voudrais pas dire de conneries non plus, mais de chez nous, c'est Raph, quelqu'un de bien connu dans la tribune à Metz, qui a eu noué les premiers contacts, qui est toujours en contact avec certains Toulousains d'ailleurs aujourd'hui, et du coup ça a perduré. Et nous, après les générations après à Metz, on a toujours dit que il fallait qu'on fasse perdurer les amitiés, le jumelage, ne jamais perdre le contact avec les Toulousains. Ça n'a pas été toujours facile entre la Ligue 1, la Ligue 2, on se croisait pas tous les ans. National même pour nous. Et pour nous aussi d'ailleurs, 2011 pour nous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc ça n'a vraiment pas été facile, mais tous les ans on a réussi à croiser les Toulousains, et puis après, même avec le développement des moyens de communication, ça a été plus facile. Et aujourd'hui on voit plein de Messins qui communiquent quasiment quotidiennement avec des gars de Toulouse et vice-versa. Et vous avez transmis l'amour du Nancéen aux supporters de Toulouse, si je me trompe pas. Ouais, ça c'était sur un match il n'y a pas si longtemps. C'était sur un match il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, pour le chant en l'occurrence. Ouais. Donc c'était... c'est assez sympa, ouais. Puis il y a l'inimitié pour Bordeaux aussi. Hein. Ouais. Donc, tu sais, c'est un peu le truc, quoi. Non, mais je trouve ça chouette parce que nos chers médias nous montent sur la tête et nous montrent que les images de violence, des ultras qui se battent entre eux parce qu'ils sont pas copains, qu'ils sont pas gentils. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est surtout une amitié. Et c'est des copains, c'est des mecs qui restent en contact, et ça depuis plus de 27 ans. Ah ouais. Et il n'y a pas que Metz et Toulouse, hein. C'est pas en plus qu'une exception dans ce milieu-là. Il y en a d'autres. Mais là, pour le coup, il y a une vraie amitié commune et une vraie identité même commune, en fait. Ouais, c'est devenu, au fur et à mesure des années. Après, je peux parler vraiment que pour mon cas à moi. Oui, bien sûr. Mais pour moi aujourd'hui, la BFS c'est une seconde famille, quoi. D'ailleurs, il se reconnaîtra. Il s'appelle aussi Yann. Mais c'est une seconde famille pour moi. Moi, quand je suis arrivé à Toulouse, je connaissais personne. Ouais. Je suis arrivé au stade. C'était d'ailleurs pour un match contre Bordeaux. Moi, j'en avais déjà fait avant des matchs à Toulouse, mais je suis arrivé donc début 2013, et depuis là, c'est une seconde famille. C'était une sorte d'insertion sociale aussi, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une question. Tu te considères comment, toi, vis-à-vis de Toulouse, parce que tu es supporter de Metz? C'est quoi, tu le vois comme un deuxième club, Toulouse? Comment tu le vois? Aussi étrange que ça peut paraître, on dit souvent qu'on n'a qu'un seul club, et moi j'en ai deux. Voilà, tu sais, à un moment donné, tu t'es ami avec des gens que tu vois régulièrement, puis finalement tu viens habiter dans cette ville. Moi je suis tombé plus ou moins amoureux de la ville de Toulouse, et puis le club va avec, et puis les amitiés, tous les week-ends, tu vois les mêmes personnes, tu tombes aussi amoureux de la chose, quoi. Et aujourd'hui, ouais, je peux considérer que j'ai deux clubs de cœur qui sont Metz et Toulouse. Bon, en général, les gens à Toulouse, ils ont des clubs de cœur comme Toulouse, Marseille, ou Toulouse et Lyon. Toi, Toulouse et Metz, ça va, c'est ouais, voilà. Il y en a qui se reconnaîtront ici, hein. Mehdi. Mais vous voyez que c'est possible d'apprécier deux clubs, même s'il y en a toujours un favori. Et je pense que toi, ça restera quand même toujours Metz, quoi. Oui, clairement, oui. Mais après, franchement,
Depuis que je connaissais les gens de la BFS, donc ça fait un bon bout de temps, j'ai toujours eu un œil sur les résultats de Toulouse. Par le passé, j'ai pu habiter dans d'autres villes du sud comme Perpignan et Pau. Je venais régulièrement au Stadium aussi. Donc moi, mon premier match au Stadium, il date de 2003 ou 2004. Et c'était un match contre Bordeaux d'ailleurs aussi. On avait fait 0-0. Décidément, Bordeaux. Ouais, à chaque fois, mes premiers matchs, c'est contre Bordeaux, quoi. Mais c'est super intéressant tout ça. Déjà, cette amitié, on la connaissait un petit peu. On avait déjà eu quelques échos. Mais là, d'avoir vraiment quelqu'un qui, en plus de Metz, à Toulouse, là, c'est vraiment encore plus chouette. Du coup, nous, on a c'était un peu plus perso. Mais après, on a des interviews un peu plus généraux, petites questions qu'on pose à tous les supporters. Et du coup, comme tu es supporter messin et toulousain, tu as le droit de répondre pour les deux clubs. Et ça va être comme ça serait un peu plus enrichissant. J'ai envie de te dire, donc depuis combien de temps tu supportes le TEF et Metz? On va faire une double. Le TEF et Metz, ça remonte à. Je crois qu'il y avait. Les premiers contacts que j'ai eu avec la BFS, ça devait être 2001 ou 2, un truc comme ça. Ah oui, donc en national. Ouais, non, c'était peut-être un petit peu avant même. Ouais. C'était 99 alors peut-être. Donc parce que Ligue 1, ouais, parce qu'il y a un match, il y a un Metz-Toulouse où justement. Il y a un gars de la Horda et un gars de la BFS qui vont sur le terrain avec des drapeaux à Metz. Et je sais plus si c'est 2000 ou 99, mais c'est en Ligue 1, c'est sûr. C'est 99-2000. C'est 99 alors. Ouais. 99, donc c'est là que j'ai commencé à regarder un peu les résultats du. Bon, je les regardais avant aussi, mais avec intérêt, on va dire. Avec intérêt, et puis après, voilà. Et pour Metz, du coup, depuis tout petit, je présume. Depuis tout petit. Depuis mon premier match, c'était 90 ou 11. Donc voilà. Ah oui. Oui, je suis vieux, ouais. Non. Et du coup, les Strasbourgeois, t'en penses quoi? Je rigole. Mais le départ d'Abib Diallo à Strasbourg. Ça fait mal. Ça pique. Hein. C'est un sujet. Abib Diallo, qu'est-ce que t'en penses? On va éviter le sujet parce que ça fait une semaine que je me prends la tête dessus, quoi. Non, mais concrètement, je pense que ce qui s'est passé avec Diallo, c'est un peu symptomatique du foot d'aujourd'hui et des décisions, notamment des présidents, des décideurs et des agents, parce que c'est un peu eux qui font les effectifs aujourd'hui. Oh, oui. Ils ont voulu faire traîner. Je pense qu'il y a eu plus ou moins des propositions à 15 ou 20 plaques au début du mercato, après le Covid, tout ça. Il y a eu des propositions. Ils ont dit on va faire traîner. Et finalement, il s'avère que tu arrives en fin de mercato, le dernier jour. Il faut le faire partir parce que tu as budgétisé ton budget de la saison sur ce transfert-là. Et à un moment donné, quelqu'un arrive, dit 10 plaques, personne d'autre propose plus, tu dois le faire partir, quoi, à un moment donné. Alors nous, ça nous fout les boules, hein, franchement, parce que depuis plusieurs années, le président de Metz, donc Bernard Serin, on n'est pas super copains avec lui, depuis le début d'ailleurs même. Donc on l'a un peu en travers de la gorge ce que la direction a fait de le faire partir à Strasbourg parce que il y a des joueurs ou t'en vas à la direction? Non, la direction. Le joueur, il y est pour rien. Le joueur, il a toujours mouillé le maillot. Ça fait pas mal d'années qu'il est chez nous. Il est arrivé gamin puisqu'il est arrivé de l'académie à Dakar. Ouais. Et il a beaucoup progressé. On l'avait envoyé à un moment donné. Il était à Brest pendant 1 an et demi. Il a mis pas mal de buts en Ligue 2. Il est revenu chez nous. Il a continué à mettre beaucoup de buts. Et vraiment, il a toujours eu un état d'esprit irréprochable. Il était capitaine. Et ce genre de joueur, tu peux pas. Tu sais que tu vas le faire. Tu peux pas leur en vouloir. Et puis après, voilà, nous, ce qui nous fout les boules, c'est qu'ils partent chez un concurrent direct au maintien. C'est leur Wissam à eux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, franchement, c'est un peu ça. C'est vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit irréprochable, quoi. Parce que, on va pas se mentir, les gars, mais Metz, ils ont vu des Franck Ribéry, ils ont vu des Sadio Mané. Il y a eu des Koulibaly, des Malouda, des Renaud Pjanic. Pjanic qui sort de là-bas. Des Bayor, Maxwell Cornet. Erding. Ouais, Maxwell Cornet, tiens. Diabaté. Modibo Maïga. Diabaté, il a pas joué à Metz, si? Ah si, il a fait une demi-saison chez nous. Ouais. Bon allez, on va repartir sur la petite interview après le petit interview sur les Messins. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Et toujours pareil, côté toulousain et côté messin. Ou les deux. Ton meilleur souvenir. Alors le pire, je vais commencer par le pire. Le pire souvenir à Metz, c'est le titre manqué en 98. On perd le titre contre Lens. Ouais. Je déteste Anton Drobniak.
Titre de Ligue 2 ou Ligue 1 De Ligue 1. Alors, on le perd à la dernière journée. Différence de but, c'est ça? Ouais, différence de but plus 5, 5 buts de différence. Ça m'arrivait sur Football Manager, j'avais la haine. Alors en vrai, c'est vrai que ça doit être. Non, franchement, rien que d'y penser, tu te dis pourquoi. Ouais. Et le pire souvenir à Toulouse, alors pour moi, il est lié aux tribunes. L'histoire du feu contre Marseille en 2016, où moi j'ai fini en garde à vue. Du feu contre Marseille? Il y a eu un feu dans la tribune. Ah oui, dans les tribunes, oui, d'accord. Moi, je me suis retrouvé en garde à vue pendant 52 ou 54 heures. Donc ça, c'est le pire souvenir que j'ai à Toulouse. Ok. Alors c'est même pas quoi qu'on te reprochait? D'avoir balancé du papier dans du feu, d'avoir attisé le feu. Okay. Voilà, tout simplement. Oui, alors pour ceux qui se souviennent pas, c'était un tifo qui était en PQ, sopalin, enfin que des papiers comme ça. Ouais. Et il y a un truc qui a pris feu et ça a cramé un ou deux sièges, si je dis pas de bêtises, mais c'était pas volontaire, bien au contraire, c'était juste le tifo qui avait pris feu. Alors surtout qu'en plus, on va pas se mentir, tout le monde, la plupart fument des clopes, des machins, où ça va très très vite. Un jeu de mégot, ça peut vite prendre feu, mais bon. C'est comme ça. Du coup, c'est tombé sur toi, apparemment. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ton meilleur souvenir, parce que les pires, on va plutôt parler des meilleurs souvenirs. Oui. Le meilleur souvenir à Toulouse, je pense que c'était mon premier match d'ailleurs contre Bordeaux. 2003 du coup. Ouais, parce que alors je sais plus si c'est 2003 ou 2004, hein, mais je me souviens, le stade était plein, c'était vraiment cool. Vraiment l'ambiance elle était vraiment cool. C'était le premier match que je faisais avec la BFS et le match était vraiment, il y avait 0-0 mais il y avait quelque chose, on sentait vraiment l'ambiance du derby et nous ça faisait quelques années qu'on n'avait pas joué contre Nancy, donc moi j'avais besoin de derby. Donc, c'est vrai que c'est Nancy, j'ai pas été de Strasbourg mais c'est vrai que c'est aussi Nancy, mais bon. Ouais, après la Ligue 1 ouais aussi, voilà c'est ça. Et puis le meilleur souvenir à Metz, c'est pareil, je pense que c'est le titre de 98 qu'on a manqué en fait, parce que des saisons comme ça j'en vivrais pas à Metz en fait, donc tu sais pas. T'as pas vécu l'élimination du Barça, toi? J'avais 1 an. D'accord. J'avais 1 an. Mon père m'en a parlé beaucoup, hein, mais je l'ai pas vécu en direct, non. Ouais, Raymond Coppa, t'en as pensé quoi, toi, du coup? De quoi? Raymond Coppa dans le stade, t'en as pensé quoi là? Parce que là, on est en train de te vendre comme le vieux du groupe, là, quand même. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Pires. Ah oui, Robert Pires. C'est vrai. Voilà. Si, c'est vrai. On va pas aller chercher plus loin, c'est voilà. Robert Pires. Et Otef? Ali Amada. Pour la blague ou pour le vrai? Non, son but il m'a fait kiffer. Ah oui. Franchement, son but il m'a fait kiffer. Non, après franchement Otef, il y a eu que j'ai vu. Alors je vais dire ceux que j'ai vu jouer régulièrement. Donc ça fait 7 ans. Il y a eu qui? Il y a eu. Ouais, il y a un paquet, hein. Ben Yedder. Ben Yedder. Voilà, tout simplement Ben Yedder. Il était au-dessus, hein. Clairement. Voilà, il portait. Ouais, il est encore au-dessus aujourd'hui. Il portait vraiment l'équipe à bout de bras et. C'est vrai qu'après le maintien à Angers, on lui doit quand même beaucoup. Et puis c'était un beau moment, mais moi j'étais suspendu. J'étais interdit de stade. Donc la fin de saison, je l'ai faite devant la télé. Ah merde. Eh oui. Et oui, c'est le. Et voilà, c'est pour ça que tout le monde peut-être a ce souvenir du match, du maintien à Angers. Pour moi, c'est pas forcément un bon souvenir. Oui, je vois ça. Ouais, c'est pas forcément. Ça revient souvent, mais c'est pas forcément le plus cité. Si tu devais être un joueur du TFC ou de Metz, ou les deux, tu serais qui? Et quand on dit joueur, ça peut toute génération confondue. Si tu devais être un, tu incarnerais qui? Au TEF, Elmander. Ouais, il est aimé, donc il faut des gars comme ça qui sont aimés. Et à Metz, je sais pas, Pouget, parce que du coup il avait les passes de Pires. Voilà, tout simplement. Mathieu Pouget. Cyril Pouget. Cyril Pouget. Cyril Pouget, ouais. International aussi, hein, il a marqué avec l'équipe de France. Les Pépé Flingueurs à l'époque. C'est vrai surnom. C'est ça. Allez messieurs, on va finir sur cette belle note messine. On va remercier Yann de la BFS d'être venu, tu reviens quand tu veux. Moi je vous remercie vraiment de m'avoir invité ce soir, c'était vraiment cool, je passe un super moment avec vous, c'est vraiment cool. Et bien avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci Nathan. C'est un super moment aussi. Merci Mehdi, toi tu reviens pas quand tu veux par contre, mais... Vite de retour en studio, j'espère te revoir assez vite en studio, ouais, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on t'a Là actuellement c'est pas possible, je suis en suspicion Covid enfermé chez moi, donc c'est pas possible. Tu nous manques, mais il revient. Et suspicion lyonnais aussi, hein. Ouais, et merci à Vincent qui était à la technique, et on remercie tout le monde qui nous suit. N'hésitez pas
N'hésitez pas à relayer sur les réseaux la feuille de match, lesviol.com, la 10. On se retrouve mardi prochain 21h 98.3 sur Radio Occitanie.